Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer, tout frais revenu d'Italie après 21 jours de vacances. Ça s'est super bien passé, mais je suis quand même très content d'être de retour avec vous aujourd'hui. Et je voulais aborder un sujet vraiment très important à mon retour de vacances, à savoir les différents contrôles de volume qu'on a dans notre logiciel. Le volume, c'est vraiment un des outils, sinon l'outil le plus important que vous avez juste dans la balance de volume qu'on fait en début de mix. Puis au courant là, du mix, là, on a plus de 60% du travail de fait. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de trim audio sur les segments audio, du fader, des volumes d'entrée, de sortie des plugins, des pistes de VCA, des pistes sous-groupes, des sends et des retours d'effets. Bref, on va parler d'à peu près tous les volumes là, qu'on peut avoir dans notre session, puis à quelle étape on va utiliser ces différents volumes-là et pourquoi on va utiliser plutôt un type de volume ou l'autre. En tout cas, je vais essayer au mieux, le mieux possible, là, de démystifier un petit peu tous ces différents contrôles de volume-là. Mais avant de commencer, les amis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mettre un petit pouce bleu sur mes vidéos si jamais mes vidéos vous sont utiles. Alors, premièrement, moi, lorsque je débute un mix, puis que je prépare la session, que j'importe les pistes dans mon logiciel, une des premières choses que je vais faire, c'est vraiment d'ajuster les pistes audio directement sur le segment audio. Fait que ça, pour faire ça, c'est vraiment très simple. Là, la plupart des logiciels vont avoir ce genre de contrôle-là. On va aller sur le segment audio et on ajuste les différents volumes. C'est très courant que, par exemple, pour la section rythmique, pour le kick, le snare, que je reçoive des pistes qui sont très, très fortes en volume, qui sont très, très proches du zéro, du maximum. Et puis ça, je trouve pas ça super parce que à partir du moment que je vais mettre un EQ, un compresseur, à peu près n'importe quel effet, mon plugin va distorsionner en sortie. Fait que généralement, je vais prendre là, la piste audio, puis je vais la descendre d'un 6 à 10 dB facilement lorsque c'est proche du zéro pour me donner vraiment un maximum de marge de manœuvre. Puis aussi, lorsque vient le temps de faire la balance de volume, si le volume de votre piste audio est vraiment très très fort, lorsque vous faites votre balance de volume, votre fader se retrouve dans le bas ici du volume, puis on a beaucoup moins de précision dans le bas que dans le haut ici, qu'on a un ajustement beaucoup plus fin. Fait qu'on a tout intérêt généralement à baisser nos pistes pour que lorsqu'on fasse notre balance de volume, nos faders soient plus proches, plus rapprochés du 0 dB. C'est la même chose aussi lorsque je vais travailler, disons, une voix. Si jamais mon niveau de sortie de mon dernier plugin ou de mon dernier compresseur sur ma piste de voix est vraiment très fort, si jamais c'est très fort en sortie, puis que je suis obligé de beaucoup baisser mon fader, souvent je vais baisser le niveau de sortie du plugin lui-même pour qu'à ce moment-là, mon volume soit plus proche du zéro, puis que pour des choses très importantes comme la voix, j'ai un ajustement un petit peu plus précis. Fait que première chose, on ajuste les trims. Puis ça, c'est très classique aussi pour, par exemple, les pistes de voix, lorsqu'on a des gros écarts de volume, soit dans différents mots sur la voix. On peut vraiment y aller là, en finesse. Hein? Puis on peut aussi, évidemment, faire par section, couplet, refrain, des mots plus précisément. Certains logiciels vont aussi nous donner un contrôle de volume, vous voyez, directement sur la piste audio. Comme dans Cubase, on a un trim qui est encore plus précis, qu'on peut juste faire de la réduction, mais que c'est quand même très pratique lorsqu'on veut baisser, disons, le début d'un mot, puis faire un fade, faire ça beaucoup plus en finesse. Fait que ça, c'est un des contrôles qui est très important. Puis lorsqu'on contrôle nos volumes comme ça, par exemple, entre autres, sur notre piste de voix, nos traitements dynamiques qui vont suivre vont travailler de façon beaucoup plus contrôlée. Comme ça, je ne vais pas avoir des passages qui vont faire complètement slammer mon compresseur, puis d'autres passages qui ne vont pas du tout faire travailler mon compresseur. Fait que ça va me permettre d'avoir que mes traitements par la suite travaillent tout simplement beaucoup mieux. Ensuite, évidemment, j'en ai déjà parlé, votre contrôle numéro 1, c'est vos faders, votre contrôle de volume. C'est important de toujours commencer par une balance de volume. Une fois qu'on a travaillé nos segments audio, on fait notre balance de volume tout simplement avec nos faders. Ensuite de ça, nos plugins, on a nos volumes d'entrée et de sortie. Puis ça, je vous parlais des volumes d'entrée et de sortie. Il y a certains plugins, comme par exemple les émulations d'amplificateurs de guitare, qui, tout dépendant c'est quoi qu'on envoie dans le plugin, ça va réagir différemment. Si ma guitare, le DI de ma guitare branchée directement dans ma carte de son, est très très faible en volume, puis que je veux un son très distorsionné, là, mon ampli va beaucoup moins saturer que si j'envoie un volume qui va être plus fort. Fait que ça, c'est important de le contrôler. Des fois, on
n'aura pas toujours un volume d'input. Fait qu'à ce moment-là, ben, encore une fois, on revient à la question du trim audio. Et dans l'autre sens aussi, si notre volume est très fort, des fois, ça peut trop faire saturer notre émulation d'amplificateur de guitare. Fait que des fois, on a intérêt à réduire le volume. Moi, je ne vais pas systématiquement m'assurer que lorsque toutes mes faders soient à zéro, toutes mes pistes audio soient en moyenne à moins 18 dB. Ça, c'est une question qui est souvent revenue. Il y a des gens qui vont systématiquement faire ça, ajuster tous les segments audio pour qu'en moyenne, toutes les pistes soient à moins 18 dB. Parce que, en réalité, il y a beaucoup de plugins pour lesquels ça ne va pas faire une grosse différence si on envoie un volume fort ou un volume moins fort dans le plugin. Puis, à moins vraiment que j'entende un problème, puis généralement, je vais quand même bien connaître mes plugins. Il y a certains plugins que je le sais qu'il faut que je feed moins de volume dans le plugin pour que ça fonctionne mieux. À moins d'avoir justement des cas très particuliers, je ne vais pas systématiquement le faire. Puis aussi, ben, tu sais, lorsqu'on a des émulations comme, je sais pas moi, des SSL, moi, j'aime ça, la saturation, la distorsion harmonique qui est générée par ces plugins-là. Puis aussi, à l'origine, hein, je vous rappelle que la console SSL, c'était ça son intérêt, c'est que souvent, on drivait les pistes puis on faisait clipper un peu de façon analogique la console pour rajouter du mordant, du grit, de la présence. Fait que ça, à mon avis, en général, ce n'est pas grave. Mais après, encore une fois, si le volume est vraiment très, très fort, très, très proche du zéro, oui, on va le descendre avec les trims audio. Fait que donc, plugin d'entrée, dans niveau d'entrée de sortie, encore une fois, il faut juste faire attention pour que nos plugins ne saturent pas. Fait que toujours garder un œil sur le niveau de sortie de vos plugins pour éviter justement des distorsions que le plugin distorsionne. Là où il faut faire attention, à mon avis, c'est souvent les volumes de sortie des instruments virtuels. Les instruments virtuels, très souvent, ils vont avoir un niveau qui est très, très hot, très, très fort. Comme là, je vais défreezer mon instrument virtuel ici. Moi, vous voyez, là, je suis à moins 14 dB sur mon kick parce que la plupart là, des beatbox, des beat machines, c'est très, très fort. Puis souvent, des beat machines comme ça vont avoir un limiteur à la sortie qui va presque tout de suite fonctionner lorsqu'on fait notre beat. Puis ben moi, je veux pas avoir un limiteur à la sortie de mon beat machine parce que de toute façon, par la suite, ben j'ai de l'égalisation, j'ai différents traitements, soit de compression, de saturation, etc. Fait que généralement, moi, je vais vraiment de beaucoup baisser les volumes de sortie des instruments virtuels. Fait que ça, gardez un œil là-dessus parce que ça, c'est vraiment à peu près partout, pour tous les fabricants, on a souvent des niveaux de sortie qui vont être beaucoup trop forts. Ensuite de ça, ben dans nos contrôles de volume, on a notre fader, évidemment. On a notre automation classique de volume qu'on peut contrôler. Ça, on va faire ça durant le mix pour ajuster dans les différents passages. Comme là, vous voyez, j'ai un couplet, j'ai un refrain. Je vais ajuster, par exemple, le volume de mon kick, le volume de mon snare pour que dans les différents passages, ça fonctionne bien. Parce que, par exemple, dans le refrain, je vais avoir beaucoup plus d'arrangements. Fait que si j'ajuste pas le volume de mon kick durant le refrain spécifiquement, ben là, je vais perdre mon kick, je vais perdre mon snare. Fait que ça, c'est très important. Pour toutes les pistes, en général, le contrôle d'automation de volume, faut garder un œil là-dessus parce que souvent, on va se demander, ben là, comment ça que j'entends pas bien mon snare, puis là, dans le refrain, puis là, on va ouvrir un EQ, puis on va craquer les hautes, alors que des fois, de juste faire une automation de volume, juste monter le volume, ça va faire la job, puis on vient de régler notre problème, là. Puis on évite aussi d'over-travailler des fois certains instruments. Fait que donc, notre automation de volume, super important. Un autre contrôle de volume qui est souvent sous-estimé, c'est la piste VCA. La piste VCA, je trouve ça super intéressant, entre autres pour les volumes des back vocals. Moi, souvent, ma voix principale puis toutes mes backs vont être envoyées dans une piste sous-groupe, dans une piste stéréo où je vais avoir des traitements d'égalisation ou de coloration harmonique pour l'ensemble des voix. Je ne vais pas faire une piste sous-groupe pour les voix lead puis une piste sous-groupe pour les backs. Je vais généralement tout envoyer ça, mais ça va arriver des fois que je vais avoir 2 pistes de back vocal ou 3 pistes
qui, à différents passages, va avoir différents volumes. Et la piste de VCA, c'est la façon rapide de faire des ajustements de volume sur plusieurs pistes en même temps, sans avoir à créer justement une nouvelle piste de sous-groupe qu'on va avoir à assigner la sortie, etc. Puis on peut l'avoir là, à ce moment-là très très poche. Ça prend peu de place, ça prend pas évidemment de CPU, puis ça évite souvent si vous voulez, d'avoir trop d'éléments après ça dans notre mixeur qui peuvent être des fois, qui peuvent créer de la confusion. Fait que notre piste VCA qui s'appelle Voltage Control Attenuator, le A, j'ai un petit blanc de mémoire pour le A, mais bref, c'est du Voltage Control pour du contrôle là, du voltage. Là. Fait que donc, ici, j'appelle ça, disons, back. Et là, je vais avoir ma piste VCA, excusez-moi. Dans Cubase, je vais créer ici comme ça et je dois plutôt aller faire un right-click si je veux que ça soit directement assigné. Et là, je vais faire Add VCA Fader to Selected Channel parce que là, sinon, là, j'ai créé une piste de VCA. Il va falloir que je l'assigne là, manuellement. Pour éviter ça, on peut tout simplement faire ça. Et puis là, ça va tout simplement changer le niveau de sortie de volume sans changer absolument rien dans mes traitements. Ça va vraiment être après tous les plugins, tous les traitements que va se faire la modification de volume. Et puis là, je peux faire une automation de volume sur mes différentes pistes. Puis, encore une fois, c'est une façon très rapide de faire des changements de volume sur plusieurs pistes en même temps. Puis encore une fois, je trouve ça pratique parce que ça n'affecte pas du tout les traitements qui vont être faites sur les différentes pistes. Ensuite de ça, on a parlé les pistes de sous-groupes. Les pistes de sous-groupes, évidemment, ça nous sert à faire des traitements sur nos sous-groupes de compression, d'égalisation. Comme là, justement, sur mon beat, j'ai un compresseur puis j'ai un vitamine. Fait que je peux à ce moment-là travailler l'ensemble de ma section rythmique. Puis mes automations de volume sur mes sous-groupes, je vais généralement faire ça vraiment à la toute fin de mon mix pour faire des ajustements en finesse pour, si vous voulez, exagérer un petit peu l'intensité dans les différents passages où que je veux que ça lève. Fait que généralement, dans les refrains, comme là, vous voyez, mon fader dans les couplets est à 0, mon volume de mon sous-groupe est à 0, et dans le refrain, j'ai un point 73. Je ramène à 0. Je pourrais aussi le baisser dans différents passages pour réduire l'intensité, pour par la suite le remonter. Et là, à la toute fin, vous voyez, j'ai 1.25 dB. Des fois, on n'a pas besoin de beaucoup d'augmentation de volume pour créer justement cette impression-là d'intensité. Puis je vais faire ça sur la piste de sous-groupe et non sur les pistes en amont parce que je veux que mon traitement de compression soit à peu près similaire tout au long de la chanson pour garder l'esthétique, la couleur de ma batterie. Puis c'est vraiment sur la piste de sous-groupe que là, je vais faire mon automation de volume. Puis ça, on peut faire ça pour la batterie, la basse, les guitares, etc. Comme vous voyez, j'ai aussi ce genre d'automation-là sur les voix. Puis c'est vraiment là vers la toute fin parce que moi, je vais toujours préconiser le travail individuel de volume sur les pistes durant le mix pour vraiment choisir chacun des éléments que je veux plus fort, moins fort, pour contrôler aussi la présence des différents éléments dans les passages. Puis après, c'est vraiment un travail avec une vision un petit peu plus globale que là, on va venir créer des petits mouvements en termes d'énergie dans les différents passages. C'est très courant dans le dance de faire ça, carrément même sur le master fader, que les couplets soient comme 0.5 dB moins fort, puis là, on augmente vraiment le refrain de 1 dB directement sur le limiteur qui est sur le master. Fait que là, on peut faire ça de différentes façons. Mais encore une fois, on va garder ça vraiment sur la toute fin. Et puis, d'ailleurs, j'ai ici mon Mixbox, ma piste, dans le fond, qui est ma piste de sortie finale, que là, je vais généralement avoir un genre de fade-out pour m'assurer que mon fade-out de ma chanson se fasse bien, puis soit musical, puis que tous mes sons soient fadés out là, en finale de chanson, vraiment dans la session de mix, pour par la suite, pouvoir faire le mastering par la suite. Des fois, je vais avoir mon limiteur même sur le Mixbox, puis je vais quand même faire mon automation comme ça à la toute fin pour m'assurer d'avoir un fade-out qui soit clean puis qui soit quand même musical. Ensuite de ça, les effets. On a les send, les volumes de send, d'effets. Ça, une question, puis là, j'ai pas le choix d'y répondre. On pourrait faire une capsule juste là-dessus sur le pre-fader,
post-fader. Pre-fader, dans le fond, lorsqu'on va ajuster le volume de notre piste, ça va affecter le volume, dans le fond, qui va être envoyé à l'effet. Excusez-moi, post-fader, là, je suis en train de vous mêler, là. Post-fader, si on ajuste le volume de notre fader, ça va affecter le volume qui est envoyé dans l'effet. Par exemple, la voix qui est envoyée dans une réverbération. Et si on est en pre-fader, ben là, les différences de volume ne vont pas affecter ce qui est envoyé dans l'effet. Dans quel cas on utilise pre-fader? Dans quel cas on va utiliser post-fader? En règle générale, on va très souvent utiliser les sends en post-fader. Comme ça, par exemple, sur ma voix, si j'ai différents volumes de voix, si j'ai des automations, ben à ce moment-là, la quantité de reverb va être la même. Si par contre, moi, je fais un traitement parallèle, par exemple, justement, sur mon snare, j'ai ici une compression. Ben, ma compression parallèle, je vais souvent faire mon send en pre-fader. Comme ça, si par la suite, je décide d'ajuster le volume de ma caisse claire, ça ne va pas affecter le niveau de compression de mon traitement parallèle. Fait que mon traitement parallèle à ce moment-là va rester le même. Puis, évidemment, ça va me regarder là, par la suite de réajuster ma compression parallèle. Mais comme ça, mes traitements dynamiques du traitement parallèle vont toujours travailler de la même façon, même si je joue avec le volume, le fader de ma caisse claire. Fait que ça, je vais utiliser un send qui va être en pre-fader. Ou si on veut faire des effets particuliers, par exemple sur la voix, on veut baisser le volume de la voix, mais garder le même niveau de réverbération, ben là, ça va vraiment donner l'impression que la voix se recule, puis on va avoir vraiment le même niveau de réverbération. Un petit peu comme si on est dans un espace, disons que vous êtes dans une église, puis que là, vous entendez des talons sur le plancher. Si la personne est proche de vous, vous avez le son direct et la réverb. Puis si la personne s'éloigne, en réalité, la quantité de réverbération va rester la même. Ça va être le son direct qui, lui, va baisser. Fait que dans ce cas-ci, on voudrait avoir justement notre reverb en pre-fader, notre send à notre reverb en pre-fader pour créer l'effet de quelqu'un qui s'éloigne tout en gardant le même niveau de réverbération. Après, au niveau des automations de volume, si vous avez un délai sur votre voix que vous utilisez uniquement pour certains mots, faites pas l'automation sur le volume de l'effet lui-même parce que chacun des effets, on va avoir des contrôles de volume sur nos réverbérations, nos délais, etc. On a tous ces contrôles-là de volume qu'on peut ajuster. Mais si vous avez un délai puis vous voulez avoir uniquement quelques mots qui sont envoyés dans le délai, utilisez toujours le send parce que si vous utilisez le volume de l'effet lui-même, ben les mots qui sont là précédemment vont être encore dans le délai. Fait que pour vraiment avoir un effet qui va être super clean, le plus propre possible, on va aller justement sur notre piste de volume ici de réverbération ou de délai, puis on va faire à ce moment-là une automation pour avoir par exemple uniquement un mot ou un élément qui va être envoyé dans le délai précisément. Fait que ça aussi, les automations de send, un outil très important parce que tout dépendant des passages, des fois on va vouloir plus de réverbération, moins de réverbération. Après, dans certains cas, qu'on utilise le send ou qu'on utilise le volume de l'effet lui-même pour faire l'automation, ça ne fera pas une grosse différence, ça ne sera pas le jour et la nuit, ça va revenir pas mal au même, là. Ensuite de ça, puis on arrive là pas mal vers la fin. Sur certains logiciels comme Cubase, on va avoir, voyez, sur la section de différentes pistes, un genre de pre-gain. Pour les pistes audio, le pre-gain va revenir pas mal au même que de faire une automation de volume sur le segment audio. Là où moi, je vais utiliser le pre-gain, c'est vraiment sur ma piste de mix, mon mix bus, où je vais avoir mes premiers effets de compresseur et d'égalisation. Comme là, vous voyez, j'ai un moins 6 dB. Parce que ça arrive des fois que je suis rendu à la fin du mix. J'ai évidemment travaillé mon mix. Mon mix a augmenté en intensité. Puis des fois, je vais me rendre compte que mon compresseur sur mon mix bus, il travaille trop. Il reçoit trop de volume ou il est trop proche du zéro. Puis à ce moment-là, pour réduire le volume qui est envoyé dans mes effets stéréo qui vont, dans le fond, faire mon mastering, pour le faire de façon la plus rapide, la plus simple, je vais juste utiliser tout simplement le pre-gain, puis je vais descendre à ce moment-là le volume.
Une chose sur laquelle moi, un volume que je touche à peu près jamais, c'est vraiment le master fader, le stereo out de ma session, parce que je veux avoir vraiment une lecture fidèle de mon niveau de sortie dans mon logiciel. Fait que ça, le master fader, je le touche pratiquement jamais. Ça, c'est une chose là, qui est vraiment importante pour que vous ayez vraiment une bonne lecture. Si jamais ça tape dans le rouge, prenez pas nécessairement l'habitude de toujours baisser votre master fader. Revenez plutôt en amont, puis descendez les volumes, soit de toutes les pistes individuellement, ou par exemple de vos différentes pistes de sous-groupe. Moi, ça arrive des fois que je vais prendre toutes mes pistes de sous-groupe et je vais faire une petite automation de volume sur les différentes pistes pour tout simplement réduire le volume général. Fait que ça, le master fader, essayez de ne pas y toucher. Le seul cas où que moi, je vais prendre mon master fader et je vais le descendre, c'est vraiment quand je suis en train, disons, de travailler une session, je suis en train de faire l'enregistrement des voix ou je suis en train de faire une composition, de travailler sur la prod, puis que là, c'est un peu le party dans mes volumes, puis ça tape dans le rouge. C'est une solution rapide, mais à partir du moment que je vais commencer à mixer ma chanson, je vais toujours ramener mon master fader à 0, puis je vais descendre mes pistes, puis je vais refaire ma balance de volume. Fait que voilà les amis, fait que ça complète un petit peu l'ensemble des contrôles de volume qu'on va avoir dans notre session. J'en ai probablement oublié. Écrivez-moi dans les commentaires si j'en ai oublié ou si jamais il y a certains éléments qui ne sont pas clairs, si vous avez besoin de précision, écrivez-moi ça dans la section commentaires. Ça va me faire un grand plaisir d'y répondre. Et puis, j'espère que ça vous a été utile. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez un petit pouce bleu. Et puis, encore une fois, très content d'être de retour avec vous, les amis. On se retrouve la semaine prochaine. C'est Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.